Pour l'instant, il y a 25 personnes et je vais les faire rentrer si ça te va, Mélanie. Oui, vas-y. J'aurais dû prendre un verre d'eau avant. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Mélanie. Salut Marie. Alors, on est ensemble ce midi pour le 10e webinaire Solan. Donc, je suis hyper ravie de vous retrouver. Pour l'instant, vous êtes un peu plus de 20 et puis ça va arriver encore un petit peu, probablement sur les minutes qui arrivent. Je suis enchantée de t'accueillir, Mélanie, pour nous parler d'un sujet qui est pour moi hyper important parce que souvent on se sent un peu démuni en tant que vétérinaire quand on n'a pas l'habitude de pratiquer auprès de beaucoup de nouveaux animaux de compagnie des NAC. Et l'euthanasie, c'est une consultation où on veut que ça se passe plutôt bien. Donc, voilà, tu vas nous amener des clés, j'imagine, même dans comment on interagit avec des NAC, avec les propriétaires des NAC aussi. Donc voilà, juste avant de commencer, parce qu'on est 1 heure ensemble, bon, Mélanie, elle a plein de trucs à présenter et c'est super, mais voilà, on va essayer de tenir le timing quand même entre notre présentation et les questions qui viendront à la fin. Vous avez votre micro et votre caméra coupée, mais par contre, vous avez accès au chat normalement. Alors, est-ce que vous pourriez essayer de faire un petit essai? J'ai vu que oui, il y a la Garenne de Maya qui est là. Bonjour. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, n'hésitez pas à Donc, je reconnais. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Je pense qu'on va à peu près, sauf si moi je vois des questions, Mélanie, si ça te convient, qui sont vraiment courtes et qui vont très très bien sur le propos où tu es en ce moment, je me permettrai de te couper, mais sinon je les prendrai plutôt à la pour que ça soit plus fluide pour tout le monde. Ça me paraît bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça, c'est pour le chat. Il y a un replay, donc vous pourrez avoir accès aussi au replay. Et Mélanie, et puis d'une manière générale pour tout le monde aussi, puis Mélanie, je te l'avais déjà dit, on est probablement un groupe assez mixte où il y a une grosse partie de veto et d'ASV, mais aussi des propriétaires d'animaux. C'est une conf qui est quand même plutôt à destination du public vétérinaire et vétérinaire, mais tout le monde est accepté sans problème. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Je verrai s'il y a besoin. J'ai bien lancé l'enregistrement. Je vais me permettre juste de me représenter en quelques minutes et après je présenterai Mélanie pour que vous sachiez qui est Mélanie pour ceux qui ne la connaissent pas. Et après, on passera vraiment sur le discours. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui me découvrent sur ce webinaire-là, je m'appelle Marie Cibot, je suis comme Mélanie. Mélanie, tu arrives à accepter les gens de ton côté ou pas? Oui, je pense que je peux faire ça. Si tu veux faire ça pendant ma présentation, comme ça, après, Ouais, je veux bien. beaucoup. J'essaye. Normalement, tu vas sur. Ouais, je pense que c'est bon que je vois juste pas. pas. Je pense que tu les vois et tu peux les accéder. Ouais. C'est juste que je pense que comme ils arrivent, je. Reste un peu là-dessus et continue à accepter ceux qui rentrent, pour les retardataires. Et puis, tu me recoupes si tu n'y arrives pas. Ouais. Et moi, je suis Marie, je suis vétérinaire et j'ai créé depuis maintenant un peu plus de 2 ans une structure vétérinaire qui s'appelle Solam et qui est entièrement dédiée à l'accompagnement de la fin de vie des animaux. Donc moi, je me passe vraiment à l'interface entre les animaux, leurs familles et les équipes vétérinaires parce que je fais aussi de la formation. Je vais vous en parler juste après pour les professionnels du monde animalier. Et voilà. En gros, je fais, pour aller très rapidement, je fais du soin à l'animal senior, des consultations de qualité de vie, des consultations évidemment d'euthanasie à domicile. Je suis là aussi pour l'aide à la prise de décision, pour la prise en charge du corps après la fin de vie. Et je suis aussi formée en accompagnement au deuil, alors pas animalier, au deuil humain, mais que j'adapte pour les personnes qui sont en deuil de leurs animaux. Et je fais aussi des accompagnements au deuil. Après, je voulais juste vous rappeler en 2-3 minutes que toucher quelques mots sur les formations Solam. Donc, elles sont à destination, j'ai 2 formations qui sont à destination des équipes vétérinaires, donc vétérinaires et AI mixtes. Et j'ai aussi une formation dédiée au deuil animalier pour les professionnels du monde animalier ou de façon plus largement des personnes du funéraire ou des personnes qui veulent se reconvertir et travailler dans le deuil des animaux, enfin des humains pour leurs animaux. Donc à chaque fois, c'est des formations en distanciel sur l'heure du midi ou sur des journées complètes. C'est des petits groupes entre 6 et 12 personnes maximum
et ça a l'équivalent d'entre 6 heures et 8 heures de formation. Et là, il y a une nouvelle formation que je viens de co-créer sur les soins palliatifs des animaux, chiens et chats principalement, Mélanie. Et je suis accompagnée, donc moi je fais une des sessions, mais sinon je suis accompagnée de Sarah Oumadi, qui est vétérinaire, professeure en gériatrie à l'école vétérinaire Unis-la-Salle, et par Edwin Louis Martin, qui est le gérant de l'unité de soins palliatifs à Onlivet, dans un CHV, donc un centre hospitalier vétérinaire. Je vous remets dans le chat les pouvoir accéder, enfin si vous n'avez pas sur votre smartphone là pour avoir plus d'informations sur ces formations-là, je vous les remets dans le chat. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de détails. Je vous rappelle aussi que tous les webinaires, je vous disais, c'est le 10e webinaire là en ligne. Ils sont accessibles sur la chaîne YouTube de Solam gratuitement. Et le dernier, c'était sur les salles dédiées à l'euthanasie. Et voilà. Après, si vous ne voulez vraiment pas du tout les louper, vous vous inscrivez à la newsletter Solam et comme ça, vous aurez toutes les infos en temps et en heure. Je vous le remets aussi sur le chat. Et voilà. Mélanie, mon invitée d'aujourd'hui, donc c'est Mélanie Coquel. Mélanie, tu es sortie en 2012, la même année que moi, sauf qu'on n'était pas dans la même école. C'est vrai que je ne te connaissais pas. Moi, je suis sortie de Nantes et Mélanie, elle est sortie de Maison-Alfort en 2012. Après, tu as fait un assistana, donc tu voulais déjà travailler auprès de cette catégorie, ces espèces animales qui sont les NAC. Tu pourras peut-être en 2 mots nous dire qu'est-ce que tu aimes particulièrement. J'imagine que tu vas nous l'expliquer particulièrement sur ces espèces et probablement sur la diversité de ces espèces, parce que je pense que quand on te suit sur les réseaux sociaux, je vais les donner aussi dans le chat pour pouvoir te suivre, on voit que tu manipules beaucoup, beaucoup d'espèces animales dans même une journée et en une semaine, contrairement à un vétérinaire plus classique qui va avoir une clientèle principalement canine. Donc ça, c'est vrai que c'est une des spécificités des vétérinaires spécialisés en NAC. Et donc, tu as fait un assistana auprès du docteur Min In, je ne sais pas trop comment on dit, 2013 à 2014. Et après, en fait, tu as été consultante itinérante NAC sur Paris et la région parisienne, c'est-à-dire que tu allais dans d'autres cliniques vétérinaires pour faire des consultations spécialisées pour les NAC. Et après, tu as pris la chefferie d'un service dans une structure référée que pour les NAC. Et plus récemment, parce que c'est il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, tu as créé ta propre structure en Charente-Maritime qui s'appelle Docteur Nacophile, c'est ça? C'est ça, oui. Une structure qui accueille exclusivement des NAC, où tu es là. Vous êtes combien? Tu peux peut-être expliquer, tu sais. Oui, pour l'instant, c'est un cabinet solo, c'est-à-dire que je suis la seule praticienne vétérinaire, mais c'est amené à changer normalement cet été. Voilà, et je suis assistée par deux auxiliaires vétérinaires spécialisés qui sont exclusivement dans ma structure. Et vous êtes déjà bien occupé, il me semble, de ce que tu m'as dit partager. Et je vais en profiter. Je me suis mis une petite note pour ne pas l'oublier, pour vous passer, parce que Mélanie, elle est un peu comme moi, elle est assez bien présente sur les réseaux sociaux, elle amène pas mal de choses, etc. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur les 3 réseaux sociaux que je connais, en tout cas pour toi, Mélanie. Je ne sais pas si tu as TikTok. Oui, alors c'est vrai que j'ai ouvert un TikTok, mais je ne l'alimente pas. Donc, oui. D'accord. J'ai déjà. Mais oui, les activités de vulgarisation, c'est mon site internet et puis Instagram avec repartage sur Facebook principalement. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, je vais présenter comment on a réfléchi le plan de ce midi, de ce webinaire. Et puis après, je te donnerai la parole. On a fait le choix avec Mélanie pour parler de l'euthanasie des NAC, de prendre un tout petit peu plus largement ce sujet et pour reprendre en fait une compréhension de quelles sont les attentes, qui sont les clients, les propriétaires de nos animaux de compagnie, et aussi comprendre
quelles sont les spécificités de ces animaux qui forment les nouveaux animaux de compagnie. En fait, on les manipule, on les aborde, il y a même des spécificités médicamenteuses, etc., qui sont différentes des autres animaux plus classiques de consultation de vétérinaires généralistes, chiens et chats. Et après, on ira vraiment dans une troisième partie, voir les protocoles, notamment de sédation pré-euthanasique ou anesthésie et d'euthanasie. D'accord. Puis après, on se réservera une session pour les questions et les réponses que je vous rappelle, vous mettez dans le chat et qu'on reprendra probablement à la fin de notre discours. Et ben, merci beaucoup, Marie, de m'accueillir sur ce sujet qui est un sujet qui me tient à cœur, dont on a déjà discuté toutes les deux en se rencontrant en physique. Et ça me tient peut-être encore plus à cœur parce que moi, avant d'être vétérinaire NAC, j'étais donc propriétaire de NAC. Donc, tu m'as demandé ce que je faisais là, en fait. Et c'est que, en premier lieu, j'ai été propriétaire humaine de compagnie. J'aime pas trop propriétaire, mais gardienne d'un furet. Un peu par hasard d'ailleurs, qui a débarqué dans ma vie à un moment pas spécialement prévu. C'était une petite récup, Billy. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu me retrouver face à un monde différent et à une prise en charge différente vétérinaire, et ce qui m'a interloquée, puis mise en colère, puis amenée à du coup affiner un peu ma vocation et d'être vétérinaire, pas généraliste, mais vétérinaire NAC. Voilà. Donc, je trouve que c'est important d'aborder le sujet de l'euthanasie parce que c'est une consultation qui est émotionnellement très chargée, qui est importante dans la vie des gens. Je pense qu'on a déjà, nous, en tant que vétérinaires, une place importante dans la vie des gens parce qu'on soigne un membre de la famille. Et donc, c'est vrai aussi pour les NAC. Et c'est vrai qu'en particulier pour les nouveaux animaux de compagnie, c'est quand même une demande qui est un petit peu plus récente. L'appellation de NAC, elle est mauvaise. Nouveaux animaux de compagnie, en fait, ils sont pas du tout nouveaux, ces patients-là. Ils sont présents depuis longtemps. Un lapin dans une famille, ça fait quand même longtemps. Un perroquet, c'est encore plus vieux. Le furet, c'est également très ancien. Hein. On a quand même, au Moyen-Âge, des furets qui étaient des furets de compagnie. Donc, voilà, c'est simplement que on va dire que l'attente vis-à-vis des vétérinaires a changé aujourd'hui, qu'aujourd'hui, c'est plus acceptable pour les gens de laisser souffrir ces animaux, de les laisser sans soin, de les laisser dans une situation qui est douloureuse pour eux ou une souffrance chronique. Alors, malheureusement, là, je dis ça dans ce sens-là parce que je pense que toutes les personnes qui assistent au webinaire sont dans ce cas-là, mais j'aimerais que ça soit encore plus généralisé, mais en tout cas, on va dire pour le grand public, aujourd'hui, c'est pas acceptable de laisser un NAC souffrir. Et il y a moins cette hiérarchie où on se dit, bah oui, un chien, un chat, on va lui apporter une fin de vie digne. Un lapin, c'est qu'un lapin, un hamster, bon. Voilà, ça existe encore, hein, malgré tout. Hein. Je dis que donc j'ai ouvert en Charente-Maritime il y a 1 an et demi et j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans le temps quand même. Hein, donc, parce que j'étais donc praticienne sur Paris avant et je rencontre maintenant de nouveau des familles pour qui cette place-là n'est pas vraie. Mais quand même, en tout cas dans l'opinion publique, aujourd'hui, c'est plus acceptable. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une demande à laquelle le vétérinaire doit répondre, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une quinzaine d'années. Donc, ce qui fait que cette conférence, je pense, a toute sa place pour les confrères et les consoeurs et pour les ASB. Sur les nouveaux animaux de compagnie dans la famille, maintenant, on a aussi une considération de l'animal qui n'est pas forcément différente des chiens et des chats. Moi, j'ai pu rencontrer dans l'approche qu'il y avait auprès des nouveaux animaux de compagnie, par exemple, quand moi-même j'étais en école vétérinaire, des situations dans lesquelles on me répondait « bah ouais, mais c'est qu'un furet ». Voilà. Et moi, le furet, c'était l'amour de ma vie, en fait, mon fufu. C'était en plus une découverte. C'était un petit être vivant qui m'a apporté beaucoup de choses parce que c'était aussi beaucoup de surprises. C'était un animal que je connaissais pas, que j'avais jamais vu chez mes voisins, que j'avais jamais vu chez mes copines d'école. Et voilà, du coup, il a pris une place particulière. Et voilà, cette place particulière-là, en fait, il vaut mieux toujours préjuger que c'est le cas plutôt que de se planter dans l'autre sens. Donc, il y a aussi, du coup, un enjeu qui est lié à l'appréhension des familles parce que dans les propriétaires de NAC, on va avoir des personnes qui ont déjà vécu un accompagnement de leur nouvel animal de compagnie, donc du précédent. Il y a peut-être 7 ans, il y a peut-être 10 ans, peut-être quand c'était enfant même. Et moi, je reçois beaucoup de personnes en consultation qui, au moment de l'euthanasie
à prévoir de mon patient, en fait, ont peur, ont une appréhension et en fait, ils me confient qu'ils veulent pas assister à ce moment-là. Et quand je creuse un petit peu, en fait, c'est parce qu'il y a un trauma derrière, parce qu'il y a eu une prise en charge à un moment qui a certainement manqué un petit peu de délicatesse ou de connaissance. Et donc, on est là aussi dans cette conférence pour apporter disons la base nécessaire pour que les confrères consoeurs puissent se sentir à l'aise avec ce moment-là. Bon, aussi autant qu'on puisse être à l'aise avec le moment d'euthanasie, c'est pas le moment le plus facile, mais ça reste un moment où on peut avoir un rôle très doux et très présent et en fait très chouette auprès des gens et avoir un vrai moment de partage et de connexion émotionnelle que je pense important. Voilà, et donc du coup, après l'enjeu en tant que structure vétérinaire, si on peut apporter un petit peu de dialogue business là-dedans, c'est que les propriétaires de NAC, ils sont généralement multipossesseurs d'animaux. Donc, quand vous, confrères, consoeurs, vous plantez avec un NAC parce que vous passez à côté de ce moment-là, en fait, vous passez à côté fort probablement et vous laissez une impression à vos clients qui sont potentiellement à 42% propriétaires d'un autre animal. Donc, ça, j'ai été ressortir des études. Il n'y a pas beaucoup d'études sociologiques sur les NAC. J'ai un peu pédalé pour trouver un contenu sérieux. Il y a quelques thèses, mais voilà, 42% des propriétaires qui ont un NAC ont un chien ou un chat ou les deux. Voilà, c'est une thèse vétérinaire de notre consoeur la docteure Chaillot. Et voilà. Et donc, du coup, vous avez donc quasiment une chance sur deux, si vous vous plantez sur ce moment-là, de laisser une amertume chez votre client qui s'en ressentira potentiellement sur la prise en charge de son chien ou de son chat. Donc, en fait, on ne peut pas faire l'impasse sur les nouveaux animaux de compagnie, quand bien même on n'a pas d'affect particulier pour un furet, pour un lapin, et pas d'attrait pour ces espèces parce qu'on ne les connaît pas. Parce qu'en général, quand on n'a pas d'affect pour eux, c'est qu'on ne les connaît pas. Donc, c'est un moment d'inconfort aussi pour les confrères, les consoeurs, parce que c'est potentiellement pas les patients qui sont soignés en temps normal. On rappelle que lors de la formation vétérinaire, on a une vingtaine d'heures de cours pour une soixantaine d'espèces. Donc moi, tu disais, j'ai un quotidien varié. Effectivement, je soigne 60 espèces par an. J'avais fait le compte un jour et j'avais fait des petites stats. C'est sympa à faire. Et en fait, donc toutes ces espèces-là représentent 60 heures de cours. Donc évidemment, on peut pas être à l'aise. C'est logique et c'est pas un manque d'intérêt ou quoi, mais c'est vrai que du coup, là, l'idée aujourd'hui, c'est aussi d'apporter quelques bases pour vivre ce moment mieux. Et je pense qu'il y a pas mal de confrères qui peut-être font mauvaise impression auprès d'un client qui ont l'air détachés, mais en fait, c'est pas qu'ils sont détachés, c'est qu'ils sont très stressés parce qu'ils n'ont juste pas les éléments pour apporter dans ce moment-là ce qu'ils souhaitent apporter. Donc, c'est une grosse ambition de le faire à l'échelle de cette conf, mais j'espère que vous repartirez avec un bagage qui vous fera sentir un peu plus à l'aise. En termes de typologie client aussi, les clients NAC peuvent être un peu angoissants à recevoir pour le praticien généraliste parce que mes clients ne sont pas les mêmes que les clients chien-chat. Et ça, je me rappelle bien des assistantes vétérinaires dans les structures où je passais en itinérance. Elles voyaient les gens en train de dire « Ah, celui-là, Mélanie, il est pour toi, c'est sûr. Ouais. » Et donc, il y a une typologie de clientèle qui est particulière. On a des profils de personnes. Alors, il y a des hypersensibles, évidemment, qui ont des chiens et des chats, mais je crois que c'est encore plus représenté dans le milieu des NAC. On a beaucoup de personnes qui sont véganes, qui sont antispécistes. Voilà, et donc c'est vrai que du coup, des personnes qui font la démarche d'aller chez le vétérinaire pour un nouvel animal de compagnie, c'est potentiellement quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'entendre que c'est bon, ton cochon d'Inde, c'est une brochette au Pérou, quoi. Voilà, donc moi, personnellement, c'est vrai que si j'arrive avec, je sais pas, donc là, en ce moment, c'est pas vrai. Mon chien, je dis que c'est un petit Serrano sur pattes parce qu'il a des très beaux muscles au niveau des fesses, mais c'est parce que je suis véto. J'avoue que si quelqu'un d'autre me le dit, je suis pas sûre de bien le vivre, donc voilà, faut pas le faire non plus avec les NAC. Donc effectivement, dans la thèse de notre concert, on a aussi, dans le questionnaire, il y avait les NAC qui étaient individualisés. Et il était montré qu'on avait plus de profils introvertis, donc qui vont moins oser verbaliser et qui sont plus sensibles aux émotions négatives. Donc, mes clients, je dis que ce sont des personnes adorables dont il faut prendre soin. Voilà. Du coup, on va rentrer un peu dans le détail.
Alors, il y a un enjeu qu'on peut sous-estimer parce que si on ne se met pas à la place du client NAC, on ne se rend pas forcément compte. Mais chez les nouveaux animaux de compagnie, on n'a souvent pas de parcours médical balisé comme on peut l'avoir pour un chien ou pour un chat. Vous adoptez un chien, vous adoptez un chat, vous savez que vous allez faire 2 visites la première année pour la vaccination, la primo-vaccination. Ça vous laisse le temps d'établir un lien avec l'équipe, ce qu'il n'y a pas pour les NAC. On a une vaccination pour le lapin, mais en fait, pour le reste des nouveaux animaux de compagnie, le fait d'aller consulter au moment de l'adoption, c'est déjà une démarche particulière du client. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation non plus d'identification sur la plupart des espèces. Et sur les espèces non domestiques, il y en a une, mais la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Donc, ce qui fait que il n'y a pas ce parcours qui est déjà établi, connu et rassurant pour un client pour pouvoir déjà établir le lien dans des bonnes conditions avec le vétérinaire. Donc, ce qui fait que souvent, la première prise de contact, elle a lieu au moment d'un problème, déjà, d'une maladie. Et donc ça me place déjà un cadre qui est différent en termes de stress et en termes de confiance aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps d'établir la confiance avant d'arriver sur une situation difficile. On a aussi un parcours médical qui peut être chaotique. On a quand même, en termes de bibliographie et de connaissances scientifiques, beaucoup moins de connaissances sur les nouveaux animaux de compagnie. Donc, c'est quand même beaucoup plus fréquent d'avoir affaire à un « je ne sais pas » chez les NAC. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas le truc le plus rassurant du monde. Mais voilà, de fait, aujourd'hui, l'état actuel des connaissances fait que souvent, on peut en arriver là et aussi par la formation qu'on a en école vétérinaire. Et il y a un sentiment de non-considération qui peut en découler. Voilà. Et c'est vrai que le je ne sais pas, ça peut être un je m'en fiche. Et en fait, non, la plupart du temps, c'est pas que mes confrères, consoeurs s'en fichent. Disons que le vétérinaire NAC, je dis souvent que la seule différence du vétérinaire exclusif NAC, c'est qu'il va avoir juste une affirmation différente. C'est qu'il va dire, écoutez, l'état actuel des connaissances, c'est qu'on ne sait pas. Alors que le confrère ou la consoeur qui reçoit en consultation, en fait, lui, il n'est pas très à l'aise avec le fait de ne pas savoir parce qu'il ne sait pas que personne ne sait. Ouais, et donc, du coup, c'est vrai que ça peut apparaître comme un manque de considération. Et puis, c'est aussi un petit peu difficile pour l'ego en consultation, quand on est un grand docteur, de recevoir et de dire, en fait, là, j'en sais rien, quoi. Vraiment, je ne sais pas. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est faire un référé quand on est dans ce cas de figure-là. Et c'est très bien accueilli par les clients NAC. Mais voilà, du coup, c'est qu'on a un environnement qui est moins serein que chez les chiens et les chats. Les interlocuteurs de confiance aussi chez les nouveaux animaux de compagnie, en fait, on a quand même eu un énorme trou en termes en échelle de temps, durant lequel la profession vétérinaire ne communiquait absolument pas sur les nouveaux animaux de compagnie. Aussi parce que il y avait un manque de connaissances. Je parlais de nos 20 heures de cours. C'est vrai que communiquer sur 20 heures de cours, ça fait pas beaucoup. Et en fait, les premiers spécialistes européens, diplômés européens de NAC, c'est simple. Le premier, c'était en 2013, je crois. Ouais, c'est ça, parce que j'étais interne quand il y a eu les premiers diplômes qui sont passés. En fait, on est sur un collège européen qui a été fondé dans les années 2010, donc c'est tout récent. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas de communication là-dessus. Là, maintenant, on a des personnes qui se sont emparées du sujet, dont moi, effectivement, qui faisais partie des premières à faire de la vulgarisation sur le sujet. Il y avait aussi un site Internet qui était un peu vieillissant, qui était le site de quelqu'un qui s'était formé tout seul, d'un confrère qui s'était formé tout seul. Mais en fait, on a perdu la main sur ce dialogue-là, en fait. Et ce qui fait qu'on a été... là où il y a un vide, la nature n'aime pas le vide, donc elle est remplacée toujours cette parole par celle de quelqu'un d'autre. Et donc, les informations, les personnes qui sont propriétaires de NAC sont parties les rechercher sur des forums, sur des échanges d'expériences, chez les éleveurs aussi, qui ont une connaissance qui est importante. Parce que, par exemple, aujourd'hui, si vous me demandez une courbe de croissance sur un fureton, je ne peux pas vous la donner parce qu'elle n'est pas publiée. L'éleveur, il va avoir cette information-là. Par contre, là où ça pose un souci, c'est lorsqu'on a des extrapolations médicales qui sont faites. Et c'est vrai que ça, on avait tout un sujet à ressaisir en tant que vétérinaire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément été pendant longtemps la parole référente concernant les NAC. Donc, je pense que tu peux passer à la diapo. Donc, la conséquence de ça, c'est que quand le client NAC arrive en clinique vétérinaire, il n'a pas forcément comme en chien-chat. En chien-chat, c'est démontré, ça a été largement démontré que la première parole, c'est celle du vétérinaire. Évidemment, ce n'est pas vrai à 100%. Il y a des personnes qui sont anti-véto, anti-vaccin, etc., qui
voilà, ont des croyances très fortes et qui préfèrent écouter d'autres interlocuteurs. Mais statistiquement, quelqu'un qui débarque chez un vétérinaire chien-chat, en fait, c'est parce que pour lui, la parole de référence, c'est le vétérinaire. C'est pas vrai en NAC. Voilà, a priori, donc je n'ai pas d'études pour le prouver, mais a priori, on n'a pas regagné encore ce statut-là. Ça commence avec la valorisation des parcours NAC, des vétérinaires exclusifs NAC, des collèges européens NAC. Mais donc, c'est vrai qu'on a quand même une hypervigilance du client par rapport à un client chien-chat qui va en fait d'abord avoir besoin de valider le fait que vous pouvez faire attention à son animal. En plus de ça, il a raison, mon client NAC, parce que son animal, bah, à l'exception du furet, en gros, parce qu'on ne va pas dire que les rapaces sont des NAC, ce sont des proies. Donc, en fait, c'est des espèces qui vont cacher leurs symptômes. Donc, en fin de compte, ce que le client NAC va attendre en premier lieu, et ce qu'il va vouloir vérifier, c'est qu'il a affaire à un vétérinaire qui va savoir décoder le langage de son animal. Et il a raison, parce qu'en fait, ça peut vraiment se jouer sur le pronostic du patient. Du coup, ce qui fait que le rôle du vétérinaire en termes d'attente client, c'est d'être un soignant, oui. Mais ça, globalement, le client NAC, il arrive, il sait que le vétérinaire saura faire une injection. Il sait. Alors, il pense généralement que le vétérinaire sait poser un cathéter, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais en fait, au-delà de ça, on a un vrai rôle d'accompagnant vis-à-vis de ce statut proie, vis-à-vis de cette perte de connexion qu'on a eue dans le monde vétérinaire. Donc, en fait, on doit faire nos preuves. Et c'est ça qui, parfois aussi, met mal à l'aise mes confrères, consoeurs, parce qu'ils disent, mais moi, en fait, je connais moins bien l'animal que mon client. Et en fait, c'est pas grave. Là, j'ai mis mon petit cochon d'Inde relax parce que, en fait, quand le client vient chez vous et vous n'êtes pas vétérinaire NAC exclusif, il le sait. En fait, il vous a choisi comme tel. Donc, il le sait. Ce qu'il attend de vous, c'est de la transparence et de l'humanité, en fait. Et au-delà de ça, il y a d'autres facteurs qui vont jouer sur le fait de le mettre à l'aise. Donc, ça, il y a aussi une thèse vétérinaire qui a été établie, donc qui n'est pas spécifique NAC, mais pour le contexte particulier de l'euthanasie. Et non, je crois même que c'était même plus général que ça, mais les personnes sont sensibles au fait d'avoir un cadre qui est lumineux, qui est chaleureux, qui est accueillant, un endroit où ils se sentent bien. Bon, bah, du coup, tu as montré la photo de ma salle d'attente tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu de mettre en place dans mon cabinet. Et effectivement, ça fait partie d'un des facteurs qui va les faire se sentir bien, donc qui va faciliter les choses pour le vétérinaire derrière. Ensuite, ce qu'ils vont attendre, c'est des échanges d'informations, des recommandations pour prendre soin de leur animal. Donc, ça, c'est un petit peu en dehors du cadre de la conférence d'aujourd'hui. Pareil pour la bonne communication, quoique, parce que donc là, on va vous donner des éléments de communication un petit peu plus loin dans la conférence pour accompagner les gens. La perception que le vétérinaire ne vend que les choses dont l'animal a besoin. Donc, voilà, là, pareil, ça fait appel à notre sens aigu, à notre empathie aiguë dans le monde vétérinaire pour arriver à savoir, voilà, c'est bête, mais proposer un petit free à un lapin qui est un truc qui est vraiment adapté, où vous achetez, bon, je sais pas, il faut peut-être pas que je dise des noms de marques, mais vous avez des marques qui proposent de la verdure séchée, voilà, du plantain séché, par exemple. Voilà, vous donnez ça plutôt que de donner. C'est vrai que si vous vous plantez à donner un truc, une croquette de chien ou de chat à ce moment-là, clairement, ça va pas le faire, quoi. En termes de ressenti, expérience client, ça va pas le faire. Et donc, quelque chose que j'ai surligné, c'est les interactions avec le patient. En fait, pour qu'un client se dise que vous aimez son animal, faut le toucher. Alors, je trouve que, pour moi, c'est évident, mais c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec l'espèce qu'on manipule, ça fait une difficulté supplémentaire. Donc j'ai mis là, c'est bien, j'ai vendu un peu ma conf en disant oh là là, vous avez vu, c'est horrible. Mais en fait, non, c'est pas si horrible que ça parce que la solution à ça, elle est quand même simple. Ce que les gens attendent, c'est effectivement quelqu'un qui soit impliqué dans le bien-être de son animal. Et ça veut dire quoi pour eux? Ça veut dire manipuler soigneusement l'animal, voilà, le manipuler en douceur, ne pas lui causer de stress, que l'animal réagisse bien à la manipulation, ce qui n'est pas toujours une masse à faire. Hein. Donc ça, c'est pareil, il ne faut pas hésiter. Si on manipule un petit hamster qui n'a pas l'habitude d'être manipulé, ce n'est pas de la faute du confrère ou de la consoeur, c'est les gens qui ne les ont pas manipulés à la maison. Et c'est des espèces qui sont plus sauvages que des chiens sûrs, que des chats, ça dépend. Mais dans ces cas-là, voilà, faut le verbaliser. Il faut dire, voilà, je vais tenter une approche de cette manière-là. Si ça ne fonctionne pas, peut-être que je serai amenée à le manipuler avec une petite serviette, comme sur la photo que vous voyez sur la diapo.
Ouais, il faut montrer de la compassion aussi envers l'animal, prioriser son bien-être et sa qualité de vie. Donc là, c'est pareil, on évite de faire des remarques spécistes, c'est qu'un hamster, etc. Donc, bon, je pense que ça ne viendrait pas à l'idée de grand monde dans un contexte d'euthanasie de faire ça, mais voilà, ils ont aussi envie peut-être d'un petit machin, d'un petit plaid qui est tout doux. Ils ont peut-être envie d'un petit truc qui sent bon, d'une petite pétale de fleurs à côté. Voilà, nous, voilà, par exemple, à ce moment-là, nos patients, nous, ils ont des petites pétales de rose qu'on récupère dans le jardin auprès d'eux et c'est très, très apprécié des clients. On ajuste la manière de manipuler l'animal à l'espèce de l'animal. Donc voilà, en fait, la base, c'est vraiment considération de l'animal, considération du propriétaire. Et ça passe, la considération de l'animal, par le fait d'avoir des interactions avec. Donc en fait, le papouiller, hein, tout simplement. Pour ce qui est des clients NAC, du coup, on a un attachement, une des difficultés peut-être de la prise en charge, c'est que on va avoir une palette très très diverse d'espèces, oui, mais aussi de clients et aussi d'attachement à l'animal. C'est-à-dire que vous allez avoir donc j'avais bien aimé cette classification. Elle n'est pas parfaite comme toutes les classifications, mais c'était le docteur Cyril Chauvet de la clinique Caduvette dans le Nord qui avait proposé une typologie des NAC et je trouvais que c'était un bon point de départ de discussion. Il parlait des NAC usuels, donc c'est ceux pour lesquels le lien affectif est fort. Donc c'est vraiment l'animal de la famille au même titre qu'un chien ou un chat, et du coup il n'y a pas de rapport avec la valeur marchande. Donc c'est-à-dire que celui qu'on peut classer quasiment tout le temps dans cette catégorie-là, c'est le lapin, le furet, qui sont, je dirais peut-être à 90% des cas, on peut les classer dans les NAC usuels. Mais parfois, non, ce seront des NAC Kleenex, donc dont le coût d'achat est faible, il y a peu d'attachement émotionnel, c'est l'animal des enfants. Et en fait, voilà, l'animal des enfants, il y a un espèce de clivage sur lequel je reviendrai plus tard. On va avoir les parents qui vont se laisser attendrir et se laisser prendre au jeu, et il y a vraiment les autres où c'est une contrainte supplémentaire. Et donc là, effectivement, ce NAC Kleenex, lui, en général, c'est potentiellement des animaux où l'euthanasie interviendra plus rapidement que sur les autres parce que, en tout cas, la demande, parce que le niveau de contrainte toléré pour l'animal au sein de la famille sera moindre. On a le NAC vitrine, donc c'est un nouvel animal de compagnie dont le coût d'achat est un peu plus élevé, où il y a un investissement financier à prévoir au départ. Donc, c'est pas l'achat en animalerie, on est passé, en fait, il est mignon ce lapin, on le prend. Il y a une démarche, mais par contre, il n'y a pas énormément de relations affectives parce que ce ne sont pas forcément des animaux avec énormément d'interactions, comme par exemple le chinchilla. Et il y a le NAC Rolex. Et donc, le NAC Rolex, c'est celui qu'on montre, c'est celui que si vous avez une petite panthérophis, donc c'est un petit serpent, il n'est pas forcément très cher à l'achat, mais il a une phase particulière, il a une couleur. Et en fait, si vous rencontrez d'autres herpétophiles, en fait, vous allez pouvoir le montrer et dire « Ouais, regarde, moi, j'ai cette phase-là ». Et donc là, du coup, on va avoir un rapport qui va être un petit peu différent. C'est plus des animaux d'ornement. C'est pas forcément un lien affectif très fort, mais c'est des animaux pour lesquels il y aura, quel que soit le prix d'achat, un investissement, en tout cas financier des clients, qui sera important. Et on a aussi dans cette catégorie-là, le docteur Chauvet classait aussi les animaux qui sont membres de la famille sur plusieurs générations, comme les tortues et les grands perroquets, qui peuvent vivre 50, 80 ans. Donc voilà, et en fait, ce qui est particulier, c'est que c'est pas forcément dépendant de l'espèce, parce que je vous disais, le lapin, il peut être NAC usuel ou NAC Kleenex. C'est pareil pour un hamster, c'est pareil pour un cochon d'Inde. Donc statistiquement, effectivement, le hamster, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont des NAC Kleenex. Mais quitte à vous tromper, trompez-vous dans le bon sens, et dans le sens de vous avez l'air peut-être gaga comme vétérinaire, ils se disent « Oh, il est mignon, mon veto, elle est mignonne, ma veto ». Vaut mieux ça que de se tromper dans l'autre sens et de ne pas apporter la considération que les gens attendent. Alors, les propriétaires de NAC, eux, ce sont des personnes en général jeunes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai trouvé une thèse dans laquelle… j'ai deux sources sur lesquelles j'avais des données contradictoires, donc j'ai choisi celle qui se rapproche de mon expérience.
Et donc, la plupart se situent entre 16 et 33 ans. Donc, c'est une clientèle qui est quand même assez jeune. Donc, c'est des personnes, voilà, les exceptions, c'est généralement sur les fameux NAC Rolex, où on va avoir des personnes âgées qui vont avoir des tortues, des perroquets de 30 ans, voilà, qui mangent des restes de table depuis. Voilà. Et donc, j'ai encore quelques patients plus vieux que moi. C'est de moins en moins fréquent, mais ça m'arrive. Mais voilà, du coup, on est quand même sur une clientèle assez jeune. On a pas mal d'étudiants et de jeunes actifs, donc des personnes qui sont dans leur première dizaine d'exercices, qui vont avoir des animaux petits format parce que potentiellement ils ont des petits intérieurs aussi. Et donc, ils vont avoir effectivement un souci de rapport à l'espace, je vais pas avoir de jardin, donc si c'est un chien, c'est pas cool. Voilà, donc ils vont s'orienter vers les nouveaux animaux de compagnie pour cette raison-là. Je trouve, en tout cas dans mon expérience, qu'il y a un discours trop professoral, trop descendant et c'est pas très adapté. C'est souvent des personnes qui vont se sentir plus à l'aise avec un rapport un petit peu plus égalitaire, on va dire, et plus cool. Donc, ce que personnellement, je trouve assez agréable. Alors, je sais qu'il y a des confrères qui considèrent que ça délassonne un peu, mais en fait, si vous les abordez sur la bonne fréquence, en fait, les rapports peuvent devenir vraiment très sympas. Il y a même des choses que vous pouvez vous permettre dans une consultation NAC qui ne sont pas possibles, à mon sens, en chien et chat en général. Il y a un investissement émotionnel qui est important. Quand on a un jeune adulte ou un adolescent, du coup, c'est un grand adolescent à 16 ans, c'est généralement une adoption qui est une démarche. C'est un vrai souhait d'avoir un petit compagnon, d'avoir quelqu'un qui a une place particulière dans le cœur. Et le premier animal qui est à soi, dont on est le gardien et qui n'est pas l'animal des parents, c'est quelque chose. Voilà, et donc, il y a vraiment un petit côté, une petite Madeleine de Proust, un petit truc émotionnel qui est important. En général, c'est des gens qui ont des grands sens des responsabilités. C'est des personnes qui vont être capables de manger des pâtes pendant 2 mois pour aller faire les soins de leur animal parce qu'ils ont vraiment une loyauté envers leur animal. Et c'est des clients qui, en général, sont renseignés sur la physiologie et de leur animal, sur leurs besoins, et qui sont respectueux des coûts. Respectueux des coûts vétérinaires, mais alors, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Mais en fait, leur idée, c'est pas de discuter votre prix, c'est juste que c'est difficile pour eux de le sortir. Voilà. Donc, il peut y avoir des difficultés financières qui sont possibles, il peut y avoir des sacrifices à faire. Par contre, c'est souvent des personnes qui sont hyper investies dans le soin de leurs animaux et vous pouvez leur faire des ordonnances monstrueuses de soins à faire et ils sont capables, vous pouvez leur apprendre à faire des réhydratations sous la peau. Enfin voilà, c'est vraiment des personnes qui vont souvent beaucoup s'investir. Pour pallier en fait à l'hospitalisation potentiellement, ils vont eux s'investir et accorder du temps à leur animal et voilà, et en fait se faire violence pour faire des soins à leur animal, même des soins techniques. La famille avec les jeunes enfants, je vous parlais de 2 camps tout à l'heure. On va avoir des parents qui sont soucieux de l'animal et il va y avoir les parents soucieux de leur image auprès de leurs enfants. Et ce n'est pas la même chose. Alors, on peut avoir des gens qui sont soucieux des deux, mais donc quand moi, je reçois des familles avec des animaux et donc qui sont visiblement les petits NAC Kleenex à la base, je vais avoir soit les personnes qui vont me dire presque en me chuchotant à l'oreille, « Oh, en fait, il est hyper cool. » Et je m'y suis vachement attachée, je m'y attendais pas. Et là, je leur dis félicitations, vous êtes un être humain, c'est une excellente nouvelle. Et je vais avoir les autres. Vraiment, les autres, c'est en gros, je suis là parce que faut bien que je montre à mon enfant que je suis là et que je l'ai pas laissé mourir sans soin à la maison. Par contre, tu as intérêt à me proposer une solution qui va faire ça et parce que voilà, mon investissement il est quand même limité. Donc, dans les 2 cas, les clients vont attendre quand même, si l'enfant est présent ou l'adolescent, qu'il y ait un dialogue avec l'enfant. Et ça, c'est hyper important en termes d'accompagnement. Et ça peut même, d'ailleurs, éviter certaines décisions d'euthanasie. Moi, je confie beaucoup de soins à faire à des enfants. Voilà. Et comme ça, en plus, le parent, il a bonne conscience parce qu'il a fait sa consultation. Et l'enfant, en fait, il va y passer le temps nécessaire parce qu'il adore, alors évidemment, pas sur n'importe quel âge, un enfant de 3 ans, ça ne marche pas. Mais voilà, donner un petit médicament à la pipette à son hamster, en fait, sous la supervision des parents. Et ça, les parents, ça occupe l'enfant, ça fait les soins de l'animal, ils sont OK, ça leur rajoute pas de charge mentale, ils sont d'accord avec ça.
Il y a aussi un cadrage qui, du coup, est nécessaire puisque malgré tout, la personne décisionnaire, c'est l'adulte. Donc, il faut quand même voilà, bien définir les rôles et ça, c'est au vétérinaire de le dispatcher. Et donc, il faut amener aussi le client à être transparent sur ses attentes, quitte à occuper l'enfant à un moment avec autre chose, lui proposer de faire une visite des hospitalisés avec votre assistante pour pouvoir avoir un discours transparent avec le client et pas avoir voilà, on va dire, ouais, de fausses incompréhensions, en fait, de choses qui ne sont pas verbalisées, des non-dits qui peuvent être délétères ensuite pour la relation. Pour les petits patients NAC maintenant, voilà, les choses qui me paraissaient importantes à dire. Donc, je ne vais pas pouvoir parler de 60 espèces, mais donc il y a des petites choses particulières, notamment sur les risques de blessures, soit du patient, soit de l'humain qui le manipule. Donc, les risques de blessures pour les patients, déjà, je dis toujours qu'il faut faire preuve de douceur, mais aussi de fermeté, parce qu'un animal, un NAC qui n'a pas envie, un hamster qui n'a pas envie, il arrivera à se faufiler. C'est une petite savonnette qui pèse 40 grammes. C'est pas très facile de la tenir, mais donc du coup, il faut de la douceur, oui, mais aussi de la fermeté. Et c'est souvent plus là que je reprends mes stagiaires, mes nouveaux assistants, etc. Notamment chez le lapin, c'est particulièrement important parce que le lapin briser les lombaires, enfin se briser les vertèbres lombaires en ruant, vous savez, en faisant les mouvements de panique où ils battent des pattes arrière. Donc, le lapin a quand même un squelette qui est 2 fois moins lourd que celui du chat en proportion. Il représente que 7% de son poids contre 13% pour le chat. Et ils ont une musculature lombaire qui est large comme ça. Donc, ce qui fait que si le dos n'est pas maintenu, on est potentiellement dans une situation où l'animal va stresser et bouger et on va se retrouver avec des risques de blessures. Donc ça, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais c'est une de mes terreurs en consultation. Donc, il faut toujours maintenir le dos chez le lapin. Chez les petits rongeurs et chez le furet, on fait attention aux réflexes de morsure. Donc, en particulier sur le petit hamster qui mord le doigt et on fait hop par réflexe. Ça ne va pas très bien se passer pour le hamster et c'est une méthode d'euthanasie qui n'est pas acceptable. Voilà, donc c'est vrai que sur ça, on protège ses doigts si c'est nécessaire. Là, vous voyez, c'est une petite gerbille que j'ai sur la photo. Je la prends dans une serviette. C'est autant pour la protéger elle que me protéger moi parce que autant je suis très stoïque, autant en fait on n'est pas à l'abri d'un réflexe. Un réflexe, c'est ce que c'est. Hein. C'est pas quelque chose qui passe par une réflexion. C'est quelque chose qui est fait pour aller plus vite que la réflexion. Donc en fait votre réflexe de paf le hamster, en fait il existe. Et ça, vous anticipez ce risque. Contention serviette. Pour les espèces proies aussi, quelque chose qui va favoriser le fait d'avoir des bonnes réactions, puisqu'on disait que dans la perception client, la prise en compte du bien-être, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait de les laisser potentiellement avoir un appui, parce qu'une proie, la seule défense qu'elle a, c'est généralement de fuir. Donc, le fait de les tenir les pattes en l'air, ça va augmenter le stress et ça va favoriser des réactions plus vives de l'animal. Sur les patients NAC, alors là, j'ai mis une diapo. Je pense que pour toutes les personnes qui sont gardiens de NAC, ça paraît évident. Malheureusement, non, c'est pas évident pour tout le monde. Mais les NAC ressentent la douleur. Et donc, je dis que c'est pas évident pour tout le monde. Et je rappelle que chez l'homme, on ne mettait pas d'analgésie sur les nourrissons jusqu'en 1987 parce que, en fait, tant qu'on n'avait pas démontré qu'un nourrisson avait mal, et en fait, si on devait lui ouvrir le ventre pour faire une chirurgie, on le faisait sans analgésie, donc sans antidouleur. Et donc, du coup, alors c'est vrai que moi, quitte à me tromper, je préfère toujours faire de l'analgésie et espérer que ça marche. Mais effectivement, par exemple, sur nous-mêmes humains, ça n'a pas été le cas. Donc, nous, ça va, on est passé du coup après la mauvaise vague, parce que moi, je suis de 87, donc c'est bon. Mais voilà, du coup, les NAC, on en est encore à démontrer qu'il y a de la douleur qui est ressentie. Et donc, oui, il y en a. Et il y en a même chez les reptiles. Donc, c'est vrai, comme ils ne peuvent pas parler, on est toujours les vétos, c'est plus dur, votre patient ne peut pas parler. Là, du coup, effectivement, on a les reptiles. C'est compliqué de dire qu'un reptile a mal parce qu'un reptile qui est sur un tapis chauffant qui est trop chaud, il continue à y rester alors qu'il est brûlé. Quand il se fait croquer par un rat, il ne le mange pas. Donc, vous laissez un rat vivant pour votre python, vous voulez nourrir votre python, en fait, vous le laissez pendant la nuit et c'est le rat en fait, qui a grignoté votre serpent, quoi. Pareil pour les lampes chauffantes. Mais malgré tout, on sait qu'ils ressentent la douleur. En vrai, en veto, quand on leur fait une injection, ça se sent, ça se voit.
On voit aussi qu'il y a une augmentation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque qui a été démontrée, et une augmentation des catécholamines sériques, donc, dont on va reparler plus tard, qui peuvent avoir une action. C'est une des molécules qui est sécrétée lors de stress. C'est vrai aussi chez les poissons. Donc, c'est pareil, c'est toujours en cours de démonstration, mais on a des réponses comportementales aversives à des stimuli nociceptifs, donc c'est-à-dire des choses qui font mal, et on a une modification de l'activité cérébrale. Et on a démontré qu'il y avait des récepteurs particuliers à la douleur chez ces espèces-là aussi. Donc, ça soutient l'idée que oui, il y a de la douleur. Chez les NAC, il y a une conséquence encore plus importante que chez les chiens et chats à la douleur, c'est que ça va générer un stress chronique pour l'organisme et ça favorise l'apparition des problèmes cardiaques. Donc, voilà, donc c'est important de le prendre en compte. Les catécholamines, quand on les injecte pendant 6 semaines chez le rat de manière quotidienne, ça provoque des modifications microscopiques sur la nature du muscle cardiaque, et ça va avoir des conséquences sur la contraction du muscle cardiaque, et donc ça va favoriser l'apparition de cardiopathie. On a une vascularisation aussi chez le lapin qui est différente et qui, en fait, est visiblement un peu moins performante que chez les chiens et chats. Et donc, sur des épisodes de décharge de catécholamines de fort stress, on peut avoir, dans un cas où l'animal est déjà débilité, des arrêts cardiaques. C'est le fameux arrêt cardiaque du lapin sur la table de consultation. Donc, ça n'arrive pas sur un lapin en bonne santé, c'est sur un lapin qui est déjà pas bien, qui a eu mal pendant longtemps, qui est en état de choc. Mais malgré tout, c'est une réalité. Donc, c'est quelque chose aussi, éventuellement, à anticiper en cas de consultation d'euthanasie, puisque vous êtes pile dans ce cas-là, en fait. Ensuite, qu'est-ce qui est inacceptable de faire vivre à nos patients? Il y a la congélation, par exemple, donc la congélation d'un animal vivant. Donc, les tortues, par exemple, il y a une époque où ça n'a choqué personne de les mettre dans un congélateur, sauf qu'en fait, ça a été démontré que c'est extrêmement douloureux. Donc, donc ça me semble effectivement inacceptable aujourd'hui. Une absence de sédation préalable, tout comme les chiens, tout comme les chats, ils ont le droit de ne pas stresser, de ne pas avoir mal à ce moment-là. Et l'euthanasie dans la cuvette des toilettes des poissons. Donc ça, c'est interdit, c'est accessoirement, c'est sujet à amende aussi. Voilà, on va passer au protocole maintenant, la partie plus technique. Là, du coup, je vais vous montrer, je vais vous proposer des protocoles avec des tableaux que je ne sais pas si on pourra mettre à disposition le PowerPoint pour les personnes qui souhaitent, Marie ou... Pourquoi pas? En tout cas, ça sera sur YouTube. On peut aussi... le replay. Non, si, ce que je peux faire, Mélanie, et pour ceux qui sont présents et ceux qui verront le replay et ceux qui sont abonnés à la newsletter, je fais une newsletter pour donner le lien du replay, et je peux faire copier ces tableaux-là sur un petit fichier qui vous fera télécharger. Parce qu'en effet, c'est des tableaux, toi, tu pourras dire ce que tu utilises préférentiellement, mais on a repris de la tu as repris de la bibliographie, Mélanie, avec différents protocoles, avec différentes molécules qui peuvent permettre aussi de s'adapter en fonction de ce que vous avez sous la main, de la façon dont vous êtes à l'aise. On va voir des protocoles qui sont aussi pour les vétérinaires à domicile qui n'auraient pas de gazeuse, et quand est-ce qu'on utilise la gazeuse ou pas, etc. Donc, voilà. Ouais, donc on va commencer par les sanitaires, ouais. Oh là, pardon. À chaque fois, je me... Alors oui, alors du coup, pour les petits rongeurs, en termes de particularité, c'est qu'on a quand même des patients avec un petit réseau veineux, donc une difficulté technique à mettre en place un cathéter avant que le client soit présent ou devant le client, ou même tout court, en fait. Donc, c'est vrai qu'on va privilégier plutôt les injections intramusculaires. Après, c'est pareil, l'injection intramusculaire, elle n'est pas forcément évidente parce que vous m'avez vu tout à l'heure avec la photo de mon petit hamster dans ma grosse serviette. Vous faites un peu de l'intra-hamster, entre guillemets. Donc, du coup, moi, je sais que je privilégie une approche avec une sédation gazeuse en première intention, parce que ça évite de faire quelque chose qui fait mal au patient, que ça évite une manipulation qui est quand même très stressante pour l'animal, même si le gaz est aussi stressant. Mais du coup, c'est vrai qu'en tout cas, ça reste faisable l'injection intramusculaire si on est à domicile, par exemple. Avec une aiguille vraiment la plus fine possible, quoi. Oui, alors oui, là, on parle vraiment des petites aiguilles orange ou marron, les 26 gauches, quoi.
On privilégie donc la sédation gazeuse. On peut avoir des réflexes de vocalise qui sont possibles lors de stress. Donc, c'est très, très fréquent chez le cochon d'Inde. Ça l'est moins chez le lapin, mais c'est possible. Donc, c'est pareil, ça vaut le coup d'anticiper la gestion du stress chez l'animal avant pour voilà, avoir une sédation. Voilà, de toute façon, avoir une sédation préalable pour limiter le stress et limiter les vocalises parce qu'on est des humains, on est quand même un peu anthropomorphique. Et s'il y a une vocalise, on associe directement ça à une douleur ou à une détresse. Et donc, bon, là, en l'occurrence, c'est quand même ça qui est exprimé, mais c'est potentiellement, ça peut être juste un stress. Et ça, on peut faire quelque chose pour limiter le stress. Il est aussi fréquent de se faire uriner et déféquer dessus à ce moment-là. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être communiqué en amont. Donc, c'est quasi impossible d'avoir une consultation de rat, par exemple, sans avoir un petit caca, un petit pipi sur la table. C'est vrai sur les tout petits rongeurs. Et ce sera le cas aussi pour le cochon d'Inde, pas forcément en visite classique, pas au moment de l'examen ou au moment où vous communiquez avec les clients, mais par contre, au moment d'anesthésie avec le gaz, c'est du quasi 100%. Donc, avoir une petite serviette en dessous évitera un petit moment brouillon où la mince, un sopalin et où l'animal en a plein les pattes, quoi. Et comme tu le disais, la communication de prévenir en amont, en fait, que c'est fréquent et que ça peut arriver et que je mets une petite serviette pour ça, ça a tout son sens. Bah, ça fait tout, en fait, parce que ça, c'est pas quelque chose que nous, on maîtrise, c'est quelque chose qui est propre à l'animal, mais en tout cas, une personne avertie en vaut deux et le vivra mieux, quoi. Sur les injections létales, moi, c'est vrai que dans les traumatismes dont je vous parlais tout à l'heure, il y a beaucoup l'intracardiaque. Voilà, nous, on voit ça comme, oui, le cœur, c'est un organe comme un autre. Non, en fait, dans la sensibilité d'un client qui est face à vous, en fait, une injection dans le cœur, ça fait un peu le fameux coup de poignard dans le cœur. Voilà, c'est pas quelque chose qui est généralement bien vécu. Et généralement, une injection intrarénale, moi, à ma préférence, parce que c'est facile de palper un rein, que c'est moins impressionnant pour le client. Et voilà, je leur explique, je leur dis, voilà, là, j'ai son petit rein entre les doigts. Accessoirement, j'ai aussi, on le palpe vraiment, alors que le cœur, non. Et puis, voilà, en termes de ressenti, c'est quand même, moi, je trouve plus simple pour le client. Il y a l'intrapéritonéal aussi qui existe, que moi, je n'aime pas personnellement, c'est plus lent et que, intrapéritonéal, ça veut aussi dire que vous ne savez pas trop dans quoi vous avez injecté. Et il y a intrahépatique aussi, donc si vous voulez vous mettre juste en arrière des côtes. Ouais, l'intrahépatique, je pense qu'elle est pas mal aussi. Alors moi, je fais pas beaucoup de NAC, hein, Mélanie, mais potentiellement sur des chats ou des chiens, j'imagine sur les NAC, c'est un peu pareil. On va de part et d'autre du processus xiphoïde, à peu près à 45 degrés avec une aiguille, et on est dans l'intrahépatique et ça va des fois un peu moins vite que l'intrarénal, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que l'intrapéritonéal. En effet, je tiens juste à dire mais ça, on va le redire sur les tableaux, mais que pour toutes ces injections en fait qui ne sont pas intraveineuses, qui sont intra-organes, il faut que l'animal soit quand même sédaté, voire bien sédaté, voire anesthésié. Hein. Ouais, tout à fait. Chez le lapin, donc une des choses à savoir, c'est que si une anesthésie au gaz est choisie, une sédation au gaz est choisie en premier lieu, on a des apnées qui sont très fréquentes. Donc, à mon sens, c'est pas la meilleure approche chez le lapin, contrairement aux autres espèces que j'ai citées, parce qu'il faudra être très progressif. Il faut quasiment un quart d'heure pour endormir le lapin. Donc, voilà, du coup, un quart d'heure sous le masque, ou alors dans une chambre à induction qui se remplit, elle, progressivement. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce qui me paraît le plus adapté en présence du client, en tout cas. Et en réalité, en l'absence du client non plus. Mais voilà, du coup, ça à savoir, c'est très particulier au lapin. Pour lui, du coup, je privilégie les voies intramusculaires ou intraveineuses, puisque là, pour le coup, on a un patient qui est relativement grand pour lequel on peut avoir une voie intraveineuse pour la sédation. Et pareil, pour l'injection létale, s'il n'y a pas de cathéter, pas de panique, une intrarénale, une intrahépatique ou une intracardiaque fonctionne. Alors pour le lapin, donc effectivement, du coup, dans la bibliographie, j'ai repris aussi des protocoles en fixe, donc par injectable, parce qu'il y a les situations de vétérinaire à domicile ou peut-être des confrères consoeurs qui n'ont pas de gazeuse. Donc un protocole médétomycine kétamine, comme on peut le faire chez les chiens ou chats, peut fonctionner, donc par voie sous-cutanée ou en intramusculaire. Je vous déconseille l'intraveineuse pour la kétamine qui, en fait, a un excipient qui est très acide. Et, voilà, vous pouvez avoir potentiellement l'arrêt cardiaque tout de suite. Ils aiment vraiment, vraiment pas ça. Et en plus, pour le coup, on va avoir des grosses apnées, donc vraiment intramusculaire ou sous-cutanée, mais surtout pas intraveineuse. Sinon, là, le côté adouci de l'euthanasie ne sera pas présent.
J'ai aucune expérience sur le protocole xylazine-kétamine. J'ai jamais utilisé ce protocole-là. Voilà, je tirais ça d'une publication, mais pourquoi pas. Bon, de toute façon, on est voilà, encore sur une idée d'obtenir une perte de conscience, une relaxation, etc. Par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Donc, voilà, vous avez d'autres protocoles que je vous ai mis. Moi, j'ai une petite affaire. Zolalezepam, ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de vétos, moi, que je forme sur la fin de vie qui utilisent déjà cette molécule-là chez les chiens et les chats qui ont l'habitude et qui sont à l'aise avec. Donc, ça peut fonctionner aussi chez le lapin. Ouais. Bon, pourquoi pas. Et après, mais j'aurais pas d'expérience particulière à rapporter là-dessus. Après, sur le midazolam, moi, je suis très, très midazolam parce que tout ce qui est benzodiazépine, ça apporte quand même beaucoup voilà, de détente de l'animal, que ce soit au niveau corporel ou même au niveau mental. Et voilà, je suis très pro benzodiazépine. Et en plus, c'est quelque chose que vous pouvez faire en sous-cutané, c'est facile à faire. Donc, on peut avoir aussi 3 étapes avec notre midazolam en premier lieu et ensuite la deuxième étape de prémédication avant de vraiment induire l'anesthésie. Voilà. Et après, pour la molécule létale, on utilise le pentobarbital en général. Et donc là, les voies, on les a déjà abordées tout à l'heure. Ouais. Juste petite question, moi, le midazolam, je suis comme toi, je l'aime beaucoup et je l'apprécie de plus en plus parce que je commence à le connaître mieux. Et toi, en tout cas, ça ne te dérangerait pas de faire en 3 étapes l'euthanasie, ce que je fais souvent, moi, sur les chats, hein, et d'aller d'abord faire une injection sous-cutanée de midazolam, d'attendre que ton midazolam se mette bien en place et après de faire ton injection médéto-Keta sur la suite, c'est quelque chose. En tout cas, ça ne te gêne pas de faire 2 injections sur Non, alors c'est sûr que ça prend plus de temps. Maintenant, moi, j'ai pris le parti au cabinet d'avoir une salle dédiée. Alors, elle n'est pas 100% dédiée à l'euthanasie, elle est aussi utilisée sur des consultations pour les grands perroquets pas très manipulables. Et c'est la salle de consultation pour les prédateurs. Dès qu'on peut. Maintenant, s'il y a ce moment-là, pour moi, l'euthanasie, c'est le moment prioritaire sur tout le reste. C'est-à-dire que s'il y a une euthanasie qui est au planning, en fait, il n'y a pas de consultation dans l'heure et demie qui suit, qui doit être programmée dans cette salle-là. Et puis sinon, c'est moi qui vais me débrouiller. Mais en tout cas, ce moment-là, pour moi, est un moment un peu hors du temps. Et donc, effectivement, je ne peux pas rester 1h30 parce qu'on a des problématiques économiques dans une structure vétérinaire qui font que je ne peux pas être 1h30 avec des clients dans cette salle-là. Par contre, la salle, elle est à eux et ils n'ont pas de réel deadline. Alors voilà, après, bon, effectivement, quand ça fait 1h30, 2 heures que les gens sont là, au bout d'un moment, quand même, on leur fait un petit peu signe de sortir parce qu'on reste quand même une structure avec des contraintes, mais bon, ça, c'est vrai. Non, mais 1h30, c'est beaucoup. Hein. Toutes les structures ne peuvent pas se permettre ça complètement. Disons que moi, j'ai monté mon projet en ayant ça dedans. Mais pareil, la structure, elle est toute neuve, donc c'est des questions qu'on ne se posait pas, je pense, de la même manière il y a 15-20 ans. Oui. Pour ce qui est des rongeurs et des furets, donc moi, c'est vrai que ce que je fais, c'est j'utilise plutôt la gazeuse. Ceci dit, s'il peut y avoir une étape de benzodiazépine en préalable, c'est, je pense, souhaitable. Par exemple, quand j'ai euthanasié mon furet, il a eu des benzodiazépines avant. Ça et un morphinique, et en fait pour être complètement dans les choux et puis ne pas ressentir le moment où je lui ai mis du gaz. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne peux qu'encourager. Voilà, des protocoles en fixe finalement ne sont pas très différents de ce qu'il y a chez le lapin. C'est simplement qu'en termes de dosage, on peut avoir des surprises par rapport à ce qu'on fait en chien et chat. C'est vrai que la kétamine à 100 mg kilo, je dois avoir 2-3 confrères qui en sortent une petite goutte au niveau du front. Mais voilà, du coup, les dosages, oui, rappelez-vous toujours, vous ne pouvez pas extrapoler ce qui est fait en chien-chat parce qu'on est sur des doses qui sont très, très supérieures. Voilà, pour les petits mammifères, donc pour les voies d'accès pour injecter, donc pour poser un cathéter, vous pouvez le faire à la veine céphalique, sur le lapin, le chinchilla, le cobaye et le rat, qui ont encore des veines assez grandes pour pouvoir se le permettre. Bon, ça reste du 26 gauche, c'est des tout petits cathéters. En dessous, malheureusement, on n'a pas de cathéter qui puisse être de taille
suffisamment petite pour que ça soit compatible avec la taille du vaisseau. Donc, il faudra passer sur de l'intra-osseux comme je l'ai mis là sur les photos. Donc, bon, du coup, vous l'avez compris, sur les photos, ce sont des patients qui sont décédés. Et donc, du coup, où les clients m'avaient autorisé, du coup, à faire cette démonstration-là pour que, voilà, en l'occurrence, c'était une stagiaire vétérinaire pour lui apprendre à faire ce geste-là pour que le jour où elle ait une urgence, en fait, elle puisse le réaliser. Et donc ça, évidemment, ça se fait sous sédation et sous anesthésie locale. Donc après, sur les veines accessibles, on a aussi la veine de la queue chez le rat, donc la veine d'oxygène. Il y a la veine marginale de l'oreille chez le lapin, qui est la veine privilégiée, parce qu'en termes de contention, c'est ce qu'il y a de plus simple et que c'est un gros vaisseau. Et chez le lapin, chez le cochon d'Inde, chez le rat, il y a aussi la saphène externe qui est accessible, un peu comme on le ferait chez un chien, peut-être plus chien. Moi, je fais sur les chiens, ouais. Le chat, c'est sur la saphène, c'est en interne. Ouais, c'est plus interne, ouais. Et oui, et du coup, sur les cathéters intra-osseux, ça peut se faire dans le tibia, dans le fémur. Voilà. Donc, en tout cas, tu n'as pas peur de nous dire, Mélanie, vous embêtez pas avec ça. Si vous ne voulez pas poser de cathéter après votre sédation, vous allez en intra-organe. Non, il n'y a vraiment aucune obligation et je pense que, d'ailleurs, moi, je ne le fais pas. Parce que malgré tout, mettre un cathéter intra-osseux ou un intraveineux, je ne suis pas sûre de le faire du premier coup non plus, même moi, avec mes 15 ans de NAC derrière. Donc, non, vraiment, là, c'est si vous êtes en hospitalisation et que vous voulez quelque chose où devant le client, il n'y a aucun truc qui pique, aucune injection qui fait mal, mais voilà, ça suppose de l'avoir déjà posé pour autre chose, quoi. Ouais. Si on veut palper le choc précordial, malgré tout, c'est palper en arrière du coude chez les petits rongeurs. Et pour la palpation rénale, rien de très spécifique par rapport au chien ou au chat. On met sur le décubitus latéral droit et on palpe le rein gauche. Ouais. Pour les fufus, quelque chose qui peut être un peu surprenant, c'est le fait que le cœur est très caudal par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Et donc, il est entre K7 et K9, mais un furet, c'est en gros un chat qu'on a étendu comme ça. Donc, faut aller le chercher plus loin que derrière le coude. Ce sera bien, bien plus bas. Si on veut mettre un cathéter, veine céphalique, veine saphène externe, pourquoi pas, plus difficile. Et scarifier la peau avant de poser le cathéter, parce que la peau du furet est particulièrement épaisse et la veine toute petite. On a des furets qui passent 600 grammes, mais qui vont avoir une épaisseur du derme. On va être au-dessus on est presque à 2 mm. Donc, votre cathéter, en fait, parfois plisse au moment où vous le mettez en place parce qu'en fait, il n'arrive pas à passer la peau et pourtant, c'est bien la taille adaptée puisque le vaisseau, lui, il est petit. Moi, je trouve que ça arrive sur les bulldogs chez nous. Oui, c'est clair. En vrai, bulldog, vous avez en plus une belle molle. Et ça, c'est le cas chez vous. Mais... alors du coup, pour les reptiles, maintenant, il y a aussi des particularités qui peuvent vous valoir des petits moments de solitude. Donc déjà, les anesthésies gazeuses, si vous le faites sur une tortue, bon courage, ça peut durer quelques jours. Parce que la tortue fonctionne très bien dans l'aérobie. Donc du coup, je vous le déconseille. C'est possible pour les petits serpents et les lézards, les tout petits lézards. Voilà, donc essayez pas ça sur un iguane, mais si vous avez, je sais pas, un jeune pogona ou un caméléon, ça peut fonctionner. Sinon, pour les autres, il faudra prévoir des injections intramusculaires ou intracardiaques pour l'injection létale, mais certainement pas en première injection. Pour l'auscultation, c'est un peu particulier puisque en fait, à l'auscultation, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est nécessairement avec un Doppler appliqué à la veine jugulaire, par exemple, sur la tortue, appliqué entre les deux pattes avant chez les lézards, dans le premier tiers du corps chez les reptiles, mais on va aborder le point anatomie juste après. Et surtout, on a un cœur qui peut battre plusieurs heures après la mort. Donc, on ne congèle pas l'animal directement après l'acte d'euthanasie et on garde l'animal avant de le rendre pour pouvoir confirmer le décès plus tard. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose à absolument anticiper parce que ça ne coule absolument pas de source pour les gens. Non. Du coup, tu le conserves 24 heures en hospitalisation. Oui, ça pourrait être une nuit. Si ça arrive le soir, je les rends le lendemain matin. D'accord, ça marche. En fait, je crois que le max de délai, il me semble que c'est 5 heures. Mais avec les reptiles, moi, je prends toujours une marge. Après, pour ce qui est des protocoles, donc plutôt une voie intramusculaire, alfaxolone,
Donc, oui, tylétamine, zolazépam, pourquoi pas. Donc, avec des dosages spécifiques en fonction du taxon, enfin, voilà, en fonction du groupe d'espèces soignées. Médétomidine, kétamine, ça marche sur tout le monde. Et le propofol, pourquoi pas, mais du coup, là, forcément, en intraveineuse. Donc, le sinus sous-carapacien pour la tortue, par exemple, ou la veine jugulaire. Après, sur une veine jugulaire, ça reste une contention un peu particulière quand même, donc je ne recommanderais pas. Voilà. Et puis, sinon, si vous avez un cathéter intraveineux en place, pourquoi pas le propofol. Et après, c'est du pentobarbital, donc en intracardiaque, pourquoi pas. En intraveineux, mais donc c'est quand même rare. Par abord intraosseux, pourquoi pas. Voilà, l'intracélomique chez les tortues, j'avoue que c'est pas ce que je recommande non plus. Mais parce qu'il faut vraiment très largement doser, sinon vous pouvez avoir une tortue qui se réveille. C'est aussi une des raisons d'ailleurs de garder l'animal, hein, c'est que potentiellement votre tortue se réveille. Et comme vous savez qu'un réveil de tortue, c'est quand même plusieurs heures. Bon, du coup, ce serait mieux si ça n'arrive pas à la maison, parce que le retour de la momie, ça, les gens payent pour aller voir au cinéma, mais le retour de la tortue, pas trop. Et le jonchage, donc ce qu'on appelle le jonchage, c'est en fait d'injecter à l'intérieur de la tête, en fait. Voilà. Donc ça peut vraiment pas, à mon sens, être fait devant le propriétaire. Ouais. Toi, tu fais comment pour la tortue, du coup, exactement? Alors, moi, je fais le jonchage quand elles sont vraiment en sédation très profonde, parce que c'est vrai que sur ça, je sais que je sais qu'elles sont parties, quoi. Ok. Voilà, sur les sites d'injection, donc on a la veine coccygienne, la veine de la queue chez les lézards et les serpents. On a la veine jugulaire chez les tortues, où on peut poser un cathéter aussi. Et sur les cathéters intraosseux, là, je vous ai mis quelques images de cathéters. Donc là, c'est dans un numérus chez la tortue en haut. Et sur le pont, donc c'est-à-dire comment dire, en meulant en fait les premières couches de la carapace pour arriver sur la partie osseuse, donc dans l'os sous-jacent, puisque la carapace et l'os en fait sont une seule et même structure. Il y a juste une kératine au-dessus. Donc, une fois que vous avez enlevé les premières couches de kératine, là, vous pouvez cathétériser et donc, c'est un cathéter intraosseux. Donc, ça, chez les tortues plus particulièrement. Chez les lézards, du coup, c'est tibia ou fémur, un peu comme chez les petits mammifères. Donc là, juste en termes d'anatomie rapidement, donc les sites d'injection possibles, si vous souhaitez faire une intraveineuse, il y a la veine abdominale ventrale, donc qui est quand même un petit peu profonde. Hein, donc du coup, il faut vraiment que votre animal soit sédaté. Alors, on le fait aussi pour les prises de sang, hein, mais c'est vrai qu'ils peuvent bouger quand même. Donc, je recommanderais quand même une sédation. Donc là, vous avez l'image en haut à droite pour la veine abdominale. Vous pouvez la prendre un petit peu plus crâniale, hein, c'est pas un souci. Et du coup, il y a la veine de la queue également qui est accessible chez les lézards. Alors attention néanmoins à ne pas le faire chez le gecko-léopard et tous les lézards qui ont des réflexes de codectomie réflexe. Sinon, c'est pareil, ça fait un peu tâche quand même d'avoir la queue qui tombe à ce moment-là. Et le cœur, pardon, est situé entre les deux pattes avant. C'est pas forcément hyper instinctif. Et donc, le cœur, il est très, très haut. Donc, n'essayez pas d'extrapoler ce que vous connaissez chez un chien ou un chat. Moi, je le fais, quand l'animal est sédaté, je le fais assister par échographie. Ou comme ça, bon. Pareil, chez le serpent, c'est très facile de repérer le cœur en échographie ou même par la palpation. Hein, vous faites une palpation ventrale. Hein, vous avez de toute façon les côtes qui sont sur les côtés, mais la partie ventrale, elle est molle. Donc, en fait, si vous faites un petit massage à votre serpent en dessous, il y a un moment, vous ressentez une petite bosse au tiers du cœur et vous arrêtez votre doigt dessus. Vous allez sentir les battements. C'est le cœur. Et donc, ce qui fait qu'une injection intracardiaque est très facile après l'étape de sédation. Ouais. Là, tu fais plutôt en intracardiaque, du coup, sur… chez le serpent, oui. Ouais. Chez la tortue, donc pareil, là je vous ai mis quand même une photo de ce qu'on peut faire sur l'intracardiaque. Donc c'est pareil que chez les lézards, c'est entre les deux pattes avant et en gros, là, vous voyez là où les écailles se croisent à l'avant. Et pour le jonchage, qu'est-ce que moi je fais? Alors ça dépendrait éventuellement chez une jeune tortue qui a la carapace encore un petit peu molle. Ou par exemple une tortue atteinte de maladie métabolique-osseuse qui est toute ramollie et qu'il faut euthanasier parce que voilà, le pronostic est très sombre, ça pourrait se faire là comme c'est montré sur la photo du haut. Et sinon, jonchage donc à l'arrière de la tête. Et donc lorsque ça arrive,
les yeux vont gonfler. Donc ça, moi, je ferai pas ça devant un client. En général, voilà, je leur dis, pour moi, c'est quelque chose qui est difficile à voir. Je pense pas que ça soit une bonne idée, rester avec tant qu'ils s'endorment. Mais même en fait, même le temps de l'endormissement, en réalité, c'est pas évident parce que l'animal met du temps à s'endormir. Donc ça, quand même une anesthésie chez un reptile, ça peut faire effet 5 heures après. Ok, donc tu es plutôt sur des euthanasies pour les reptiles sans les propriétaires, contrairement aux petits. Moi, je recommande, parce que vraiment, vous pouvez vivre des situations très inconfortables sinon. Et c'est vrai qu'après faire l'injection avec eux, leur laisser le temps, et puis quand elle commence à être un petit peu flagada, là, effectivement, là, derrière, mais effectivement, je trouve que cette deuxième étape, il n'y a pas une manière très visible, je trouve, de la faire. Enfin, moi, je trouve pas ça visible, là, les deux exemples. Sur les oiseaux, du coup, il y a quelque chose que j'adore faire. Mais si j'ai des propriétaires de plumeaux à moi dans la salle, ils me reconnaîtront parce que je le fais aussi quand j'ai un examen à faire, un examen stressant ou une radio ou quoi. On peut faire une prémédication qui est intranasale, donc toujours avec mes benzodiazépines adorées, donc du midazolam ou du diazépam intranasal. Ça marche hyper bien pour les détendre. Tu ne le mets pas sur les petits mammifères aussi? Si, on pourrait. Si. Oui, si, ça m'arrive, c'est vrai, tu as raison de le mentionner. Tu es en train de me dire ça sur les petits mammifères dans les narines, comme ça tu ne fais pas une première injection et après, une fois qu'ils sont un petit peu plus shoot, tu fais ton injection de Ketam, Medeto ou ce que tu as choisi. Exactement, on pourrait complètement l'imaginer parce qu'en fait, ça passe dans les muqueuses, donc oui, tout à fait. Et oui, mais c'est vrai que, en tout cas, je le standardise plus chez les oiseaux, mais ça pourrait complètement être. Sédation isoflurane peut se révéler létale chez les oiseaux. C'est vrai que quand on les amène pour une euthanasie, ils sont généralement bien débilités, donc ça peut arriver. Et il y a des régurgitations qui sont possibles. Et il peut y avoir aussi des réactions très impressionnantes. Donc ça, c'est pareil. Prévenir les propriétaires avant et surtout, en fait, ça s'anticipe en réalité avec la sédation préalable, mais il peut y avoir des trémulations musculaires, sauf que chez un oiseau, c'est un battement d'aile, donc c'est quand même très impressionnant, quoi. Donc ça, c'est particulièrement vrai chez les oiseaux d'eau, où ils ont une espèce de phase de convulsion qui est quand même très choquante, et donc ce qui fait que la sédation vaut mieux aller dans le plus que dans le moins, quoi. En termes de molécules, on retrouve un peu toujours les mêmes en fin de compte. C'est juste les posologies qui vont changer. Moi, j'ai une préférence, c'est vrai, pour le midazolam butorphanol. Oui, c'est bien parce que du coup, mon protocole, je ne l'ai pas mis. Mais, donc, moi, je fais donc midazolam intranasal, butorphanol par voie intramusculaire et seulement après, en fait, le gaz. Voilà. Et après, on retrouve toujours le pentobarbital qui peut être en intracardiaque ou en intraveineux. C'est pas si difficile que ça de faire une intraveineuse chez les oiseaux, y compris des petits. La veine sous l'aile est très développée, donc la veine alaire, elle est vraiment bien visible. Si vous avez déjà fait une prise de sang sur un chaton, franchement, on n'est pas pire, y compris sur des petites perruchettes de 40 grammes. Franchement, la veine jugulaire aussi est assez développée. Donc, c'est beaucoup plus simple, à mon sens, que sur des petits rongeurs. Et puis l'intracélomique aussi est possible, mais c'est pas ce que je préfère. Pour les amphibiens et les poissons, donc on a des protocoles par balnéation pour les espèces aquatiques, donc des bains où on dissout la molécule, et on peut aussi faire des intramusculaires. J'ai mis le cas particulier des poissons, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris en faisant la conf, mais il y a l'huile essentielle de clou de girofle pour les personnes qui ne veulent pas vous amener l'animal, parce qu'il y a quand même pas tant de personnes que ça à l'heure actuelle qui vous amènent des poissons en consultation. Et donc, du coup, là, c'est un bain en fait avec de l'huile essentielle de clou de girofle et qu'on laisse de manière permanente. Voilà. Et puis après, la molécule pour une intervention en clinique, c'est le pentobarbital par voie intracélomique. Là, on n'a pas forcément d'autres voies. On a mis la bibliographie. Et puis, on a un peu dépassé, mais on a fini. Donc, super, merci beaucoup pour tout ça, Mélanie. Je vais relever, il y a quelques questions qui sont arrivées. Je vous laisse aussi cette diapo-là parce qu'il y a le prochain webinaire qui sera en juillet. Donc, j'espère qu'il y aura du monde quand même sur les vacances, sur les euthanasies qui ne se passent pas bien, en fait, qui ne se passent pas comme prévu et comment voilà. Il n'y aura que moi, je n'aurai pas d'invité ce jour-là. Alors, Mélanie, il y a quelqu'un qui arrive encore maintenant. La place de l'enfant dans l'euthanasie.
Alors, attends, ouais. Je vais prendre dans l'ordre, Mélanie. Ouais. Donc, bah là, c'est peut-être tu pourras lire et puis répondre. C'est une question un peu plus sur les espèces. Et en effet, parfois, c'est difficile de trouver le bon professionnel. Un gerbille, ça peut être compliqué. Et est-ce qu'il y a une liste, par exemple, de vétérinaires spécialistes spécialisés Ah bah il y a le site de l'Ordre des vétérinaires qui recense les collèges européens déjà pour commencer. Donc après, c'est juste qu'il y en a une dizaine pour l'instant et que je n'en fais pas partie, par exemple. Après, sur les praticiens exclusifs, la difficulté, non, c'est que… Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup le bouche à oreille aussi qui fonctionne. Oui, non, bah, je pense que ça, c'est essentiel encore à l'heure actuelle, mais là, c'est encore un sujet dont on ne s'est pas emparé, ou en tout cas, dont on ne s'empare pas complètement parce qu'on parle que des collèges. Mais c'est vrai que il y a des personnes, des confrères, consoeurs qui disent faire les NAC et en fait, ils sont désarçonnés quand on leur amène un patient. Et, après, non, ouais, bouche à oreille. Et puis, après, je pense que malgré tout, quand vous avez quelqu'un qui est exclusif NAC, ça vous dit que déjà, on a quelqu'un qui saura manipuler votre animal, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons praticiens NAC qui font du chien et du chat à côté. Moi, je trouve juste que, enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas assez forte pour faire tout. Mais que 60 espèces, les deux autres, je les laisse à ceux qui passent toute leur journée à en prendre soin. Ouais, et puis mine de rien, tu as réfléchi tout pour que ça soit très adapté à ces espèces-là, justement. Ah oui, non, de toute façon, il n'y a plus de retour. Tu n'aimerais pas avoir un chien qui aboie dans ta salle à côté de ta salle de consulte. Non, bon, des fois, il y a le mien dans le jardin qui aboie, mais comme tu as dit pour certaines espèces que tu faisais un relais gazeux sur ta sédation, est-ce que tu amènes, mais que tu prémédiquais déjà quand même souvent avant avec le midazolam, le butorphanol et qu'après tu mettais sous gaz, est-ce que tu vas dans ta salle de chir ou est-ce que tu amènes ton… Comment tu fais? J'amène les clients dans la salle de chir, ouais. Ouais. Donc ça, c'est pas idéal. Après, on peut aussi avoir des appareils gazeuses qui sont sur roulette, hein, ça existe. Hein, donc, ça peut être envisageable éventuellement de déplacer le matériel, d'organiser ça en amont de la visite du client. Et tu les amènes en salle de chir et après tu retournes dans ta salle de consultation ou tu finis Non, tout? on fait tout dans la salle de chir dans ces cas-là. Nous, on a du ceffuran. Vaut-il mieux faire une anesthésie avant ETA en plus alors qu'il est déjà gazé? En gros, c'est est-ce que tu rajoutes des antidouleurs tu vois, si tu allais directement, par exemple, tes petits rongeurs où tu disais tu allais directement au gaz, tu ne fais pas obligatoirement de ton butor ou un myorelaxant. Ah non, si l'animal est sous sévo, en soi, on peut passer directement à une injection létale en soi. Ouais. Oui, un avis sur la place de l'enfant. Moi, j'avais un peu cette question-là aussi parce que tu nous as bien expliqué comment il y avait des perceptions différentes, des fois même entre les enfants et la famille et les parents qui accompagnent l'enfant. Et toi, comment tu l'as expliqué déjà un peu comment tu l'abordais en te mettant à parler avec l'enfant, etc. Mais voilà, est-ce que tu acceptes les enfants? Est-ce que du coup, tu leur expliques Après, c'est un avis partisan, hein, ça reste une opinion, mais moi, je suis très partisante que les enfants puissent y assister s'ils en émettent le souhait. Je pense que c'est important. Ils ont aussi un processus de deuil et s'ils en expriment le souhait, moi, j'ai aucun problème à ce que les enfants soient là. Et en fait, de toute façon, j'explique de la même manière à un adulte qu'à un enfant. Donc, après, je pense qu'en dessous d'un certain âge, c'est peut-être pas à un moment où ils sont pas capables de comprendre, c'est peut-être pas adapté, mais moi, dans l'idée, oui. Alors après, souvent, les gens, quand même, viennent sans leurs enfants, mais si c'est nécessaire, voilà, un enfant a le droit de pleurer aussi sur le départ de son petit compagnon. Il a le droit aussi de voir que ça s'est passé en douceur. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis suffisamment moins en maîtrise de ce moment-là pour savoir que voilà, je sais communiquer et je sais faire en sorte que pour mon petit client, c'est pas vraiment le client, c'est pas lui qui paye, mais en tout cas, le petit humain de compagnie, ça se passe au mieux du moins. Et alors, par contre, c'est vrai que je privilégierais des étapes de sédation, peut-être par plusieurs étapes, avec par exemple une midazolam intranasale dont tu parlais, qui me paraît avoir beaucoup de sens.
Mm. Et du coup, je rajoute une petite question, moi. Les enfants, les adultes aussi, parfois c'est très important d'avoir un petit objet commémoratif, tu vois, un souvenir, Oui. une pêche de poil, une petite empreinte. Tu fais ça? Ah oui, Et c'est systématique chez nous, ouais, ouais. tu fais des empreintes de pattes. Est-ce que tu fais un nom Alors, pour le ça, lapin? non, pas trop, parce que c'est une misère sans nom. Ça ne C'est ça me dur, hein, fait ça, pas de ouais. coussinet, moi, la plupart du temps. Bah, Donc, c'est ça, ça fait c'est pour ça vraiment que un je te truc pose la très question. moche. Mm. Donc, ouais, des fois, je fais des essais quand j'ai vraiment la foi. Mais non, sinon, en général, c'est des petits poils plutôt. Ouais, ok. Et moi, j'ai déjà fait le nez, enfin du Oui, lapin, et c'est mignon ça, parce que ça met un petit peu les petites oui, c'est moustaches. vrai que c'est une bonne idée. Ça peut marcher. Et alors, il y en avait une autre, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir y J'ai répondre. même, la dernière fois, eu un poisson qui est décédé, donc j'ai pris des écailles sur Ah un oui, post-mortem que j'ai mis sur une petite lame de microscope et ça a fait quelque chose de. tu as pris la photo de la lame de microscope. Je leur ai même offert la lame de Ah, microscope, du coup, je leur ai donné. ok, Voilà. ça marche. Mm. Et oui, je l'ai pris en photo, si tu veux, je te l'enverrai, ça. Ah, je veux bien, carrément. C'est très beau. Combien de temps met le poisson à mourir dans un bain de clous de girofle? Ça, c'était la bonne Pas question. d'expérience dessus. C'est ce que j'ai compris. Mais bon, après, ouais, j'ai pas d'expérience dessus. Ce que je peux te dire, c'est que dans un bain de propofol, si tu fais pas trop gaffe, en 10 minutes, on y est, quoi. Ouais. Ouais. Et après, j'ai Estelle qui nous dit qu'on a un peu oublié le cochon nain. Enfin, elle l'a pas dit comme ça, mais est-ce que tu t'occupes Oui. de quoi de cochon nain et comment Alors tu... oui, bah moi à la base je suis une vétérinaire NAC parisienne, donc c'est vrai que je voyais pas de cochon, mais bah après en soi sur le cochon c'est quand même assez facile d'avoir une voie veineuse sur les oreilles par exemple, donc pour moi c'est quand même assez simple de mettre ça en place. Alors après effectivement peut-être que l'étape de sédation, de prémédication peut avoir lieu par voie intramusculaire par sécurité pour le praticien parce que sur les cochons il faut quand même faire gaffe aux morsures, mais voilà, sinon, Ouais. Et du coup, il y a, je ne sais pas quel est le nom de la personne qui est à la clinique vétérinaire des Bords de Marne, mais merci parce que cette personne nous dit qu'elle fait au clou de girofle et c'est environ 10 minutes. ok. Par contre, il gigote pas Merci. mal. Donc c'est pas Morgane. Merci Morgane. Donc c'est pas hyper agréable à voir non plus. Enfin, on se demande ce qui se passe quand même un peu, quoi. Mm. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup pour le temps passé ensemble, Mélanie. Il y avait une quarantaine de personnes qui étaient présentes et il y avait pratiquement 150 personnes inscrites qui reverront probablement le webinaire. Donc, c'est super. Et moi, j'ai appris plein de choses. Donc, voilà, c'est vraiment bien. Et ben, vous recevrez un mail le lundi probablement avec ce qu'on s'est dit. Et puis, bah, je vous souhaite un bon après-midi. Merci aussi. Merci Céline qui a été présente. Je ne t'avais pas encore vue. Et merci mille fois Mélanie pour ta présence. Bon travail Merci cet à toi. après-midi. Sur un jour de congé, toi, je crois, le jeudi. Bah, du coup, non, vu que je suis là, mais c'est mon jour d'administratif, on va dire. Ok, bon, essaye de sortir, il fait beau aujourd'hui. Je suis attendue pour déjeuner. Ah bah c'est super. Bon. À bientôt en tout cas. À bientôt, merci Au beaucoup. revoir.